Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Une agglomération de taudis, de baraquements, de maisons lépreuses. Tel est Primavallo, un bourg de la banlieue populaire de Rome. Le Vatican n'est pas loin, mais entre le Vatican et Primavallo, il y a ce que les habitants appellent la vallée de l'enfer. L'enfer, c'est-à-dire les bidonvilles. Le soir du 18 février 1950, c'est un jour de repos, un samedi. Il fait froid dans les baraquements. Il fait froid dans la misérable maison de Maria Bracci, une femme de 40 ans, séparée de son mari à la suite d'une condamnation pour adultère. Avec elle vivent ses 3 enfants. Mariano, 16 ans, atteint d'une maladie qui l'oblige à se déplacer avec des béquilles. Teresa, 2 ans. Et Annarella, 12 ans. Il n'y a pas d'argent à la maison. La misérable quinzaine que Maria Bracci reçoit de son mari est déjà épuisée. Il est 19h15. Maria Bracci rentre. Elle a réussi à se procurer, on ne sait pas comment, quelques billets de 10 lire. De quoi souper et chauffer la maison pour la nuit. Annarella va acheter de l'huile, des pâtes, du charbon. Tenant dans ses mains frêles le filet à provisions, la fillette sort à contre-cœur dans la nuit glaciale. Les achats sont vite faits. Annarella se retrouve devant le marchand de marrons et, un coup de chance, elle rencontre son ami Lionello Egidi, le biondino, un homme de 32 ans qui aime parler et jouer avec les enfants. « Lionello, donne-moi 10 lire. Oh, c'est pour acheter des marrons. » Lionello sourit, donne les 10 lire et s'éloigne. La petite fille disparaît dans la nuit. Pour toujours. Car plus personne à Primavallo comme ailleurs ne devait jamais la revoir. Qu'est devenue Annarella, se demandent les gens du bourg. On se dit que quelqu'un l'a sans doute emmenée. On cherche la fillette sous les escaliers dans les prés qui bordent les lotissements. 3 chiens policiers vont et viennent sans résultat. On offre une prime de 300 000 lire à qui fournira des nouvelles. Les gens s'observent. Les soupçons n'épargnent personne. On murmure que la mère d'Annarella, Maria Bracci, a fait disparaître la fille pour l'empêcher de témoigner contre elle au procès d'adultère. Et puis, on parle aussi de Lionello Egidi, le biondino, l'homme aux châtaignes. Il était trop ami avec la fillette pour être honnête, se disent à mots couverts les braves gens de Primavallo. Le temps passe. 2 semaines, avant que Melando Bracci, le grand-père d'Annarella, fasse une terrible découverte. Le corps de l'enfant, déchiré par de nombreuses blessures, à moitié décomposé, gît au fond d'un puits, dans le champ de Cecco, le bossu. Melando Bracci, le grand-père, a rêvé une nuit qu'Annarella l'invoquait. Il est parti à sa recherche, jusqu'à ce qu'il la trouve dans le puits. La fillette n'a pas été violée. Les experts font leur constatation. Les lésions ont été produites avec un couteau à lame robuste, bien fixé dans le manche, bien effilé, terminé par une pointe coupante. Les blessures n'ont pas été mortelles. Annarella est morte noyée, glacée, là, dans le puits. Il n'y a aucun signe de violence consommée ou même tentée.
Cette macabre découverte secoue la torpeur du bourg, excite les haines et les soupçons pendant que les recherches continuent. À un pied de la fillette manque une chaussure et une chaussette de laine. À 120 mètres du puits, on a trouvé dans un fossé le sac à charbon, vide. Quand Annarella a-t-elle été tuée? Les experts répondent, dans l'estomac de la petite fille, il y a des restes de châtaignes, de la salade, des pépins de mandarine, des aliments avalés au maximum 2 heures avant la mort. Peu de temps s'est donc écoulé entre le moment où Égidie a offert des châtaignes à l'enfant et le crime. Égidie, c'est dans cet homme qu'on va chercher la solution du drame. Égidie connaît bien Annarella et sa famille. Il a été leur voisin pendant longtemps. Il n'a jamais eu une vie facile, lui non plus. Il travaille comme journalier, jardinier, homme à tout faire. Il est intelligent, doux, de caractère, très fragile physiquement. Il a fait ses premiers pas seulement à 5 ans. Il a longtemps souffert d'une pleurésie. Il est marié. En 1947, il a une petite fille qui meurt au bout de quelques mois, toujours à cause de cette fragilité héréditaire. Mais Lionello Égidi, malgré ses difficultés, n'est pas un homme triste. Il n'a pas perdu le goût de vivre. Quand il va au café avec sa femme, un café qui leur fait crédit jusqu'à la fin du mois, Lionello prend un accordéon. Et en jouant, il devient un autre homme. Et les enfants lui font fête. Coïncidence curieuse, un petit garçon lui est né le lendemain de la disparition d'Annarella. Comment un homme comme lui aurait pu provoquer la triste fin d'Annarella? C'est la question que se posent les juges et les enquêteurs chargés d'établir les causes du drame. Et ils construisent très vite un scénario. Lionello aurait suivi la petite fille après lui avoir offert les châtaignes. Il l'aurait attendue devant le marchand de charbon. Il lui aurait proposé de l'accompagner chez Cecco le bossu, et puis là, il l'aurait agressée brutalement. On arrête Lionello Égidi. On le garde 7 jours au commissariat. Il ne peut fournir un alibi convaincant pour la nuit du 18 février, mais il nie avoir commis le crime. Pour le faire avouer, la police a recours au service de 2 individus pour le moins curieux. 2 vendeurs d'étoffes ambulants montés de Sicile jusqu'à Rome. En réalité, 2 escrocs qui exploitent la crédulité des touristes venus dans la capitale pour l'année sainte et qui tombent finalement entre les mains de la justice. Ces 2 escrocs vont réussir à faire parler Égidi. Pressés par leurs arguments, leurs flatteries, leurs provocations, le Biondino parle. Il admet avoir frappé la fillette avec un morceau de bois détaché d'une branche et muni d'un clou à son extrémité. Eh oui, mais ça ne colle pas avec la thèse des experts qui maintiennent la thèse du couteau. Alors on renvoie l'un des 2 provocateurs siciliens, le plus adroit bien entendu, dans la cellule d'Égidi. Et grâce à ses dons persuasifs, le Biondino change de version. Annarella a vraiment été frappée avec un poignard. Mais attention, ce n'est pas là sa dernière confession. 2 jours plus tard, interrogé en prison par le procureur de la République, Égidi rétracte ses aveux et se proclame innocent. Il déclare que ses soi-disant aveux lui ont été extorqués de force. Et il répète qu'il a un alibi. Le soir de la disparition d'Annarella, après lui avoir acheté des châtaignes, il avait filé droit chez lui pour tenir compagnie à sa femme qui était sur le point d'accoucher. À l'attente du procès est longue. 2 ans. 2 ans que Lionello Égidi passe en prison malgré ses protestations d'innocence et les efforts de sa femme qui multiplient les démarches et les déclarations à la presse. L'affaire devient politique. Le Parti communiste italien prend publiquement la défense de l'accusé et le présente comme une victime de l'oppression policière.
Le procès se tient aux assises de Rome en janvier et février 1952. Sur le bureau du président de la Cour, une lettre envoyée par les 2 provocateurs siciliens. Ils reconnaissent avoir induit en tromperie et fausse déclaration Edjidi. Après de longs et tumultueux débats, les jurés l'acquitteront pour insuffisance de preuves. La foule présente devant le tribunal crie sa joie et porte le Biondino dans un bruyant triomphe jusqu'à Primavello, où il est accueilli avec enthousiasme. On lui offre d'interpréter un film sur ses vicissitudes judiciaires. On lui propose 7 millions de lire. Mais Edjidi, conseillé par son avocat, refuse. Il veut simplement retrouver sa vie tranquille d'autrefois et oublier ces 2 années perdues. Mais voyez-vous, le destin n'a pas encore fini de jouer avec la liberté d'Edjidi, comme la suite de son histoire va le démontrer généreusement. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Nous sommes le 20 juin 1954, 2 ans après la libération de Lionello. C'est la fête à San Sebastiano, une autre localité de la banlieue de Rome. Loterie, bal, feux d'artifice. Edjidi enfourche sa petite moto et va rejoindre ses amis à la fête. On boit du vin en abondance, assis sur le trottoir avec ses amis. Edjidi attend les résultats du tirage de la loterie en regardant le feu d'artifice. Il s'aperçoit qu'il n'a plus de cigarette. Il se lève. La fille d'un de ses amis, Anna Maria Mancini, se lève également et le suit. Et puis, qu'arrive-t-il ensuite? Bien, écoutons d'abord la version d'Edjidi. Ben voilà, je suis allé dans un restaurant demander des cigarettes. Il n'y en avait pas. Mais j'entends de la musique. Quelqu'un dansait à l'étage supérieur. Alors je monte, et la fillette me suit. Et puis je me dépêche de retourner à la fête, car j'avais peur de rater le bouquet du feu d'artifice. Je prends un raccourci, un chemin de traverse. Toujours suivi par Anna Maria. Je passe par le parking. Alors je vois arriver la mère de la petite fille, accompagnée par un gendarme en civil. Il me reconnaît. « Ah, c'est toi, Edjidi, le Biondino. Toujours pas embêter les petites filles, hein ?» Je comprenais pas ce qu'il voulait dire. L'autre version, celle de la police et celle des parents de la petite fille, est différente. Ce sont les parents qui ont envoyé Anna Maria chercher du tabac. Ne la voyant pas revenir, ils vont chercher un gendarme. Et ils trouvent la fillette en train de repousser les avances du Biondino et on arrête Edjidi. La justice, cette fois, est expéditive. Il est rapidement jugé et condamné à 3 ans et 7 mois de prison. Alors commence pour lui une nouvelle période de douleur et d'incertitude. Il a désormais l'opinion publique contre lui. On l'accuse maintenant d'être le meurtrier de la première fillette, la petite Annarella. On prépare un nouveau procès. Et en 1957, on le condamne en appel pour ce premier meurtre à 26 années et 8 mois de réclusion. Les défenseurs de Biondino font un recours en cassation et obtiennent qu'un 3e procès ait lieu à Florence en 1959. Pour Edjidi, c'est le procès de la dernière chance. Ses avocats préparent une défense extrêmement serrée, fondée essentiellement sur 3 points. Premier point, les antécédents moraux d'Edjidi sont sans tache. D'ailleurs, après son arrestation, au moins 3 autres délits contre la morale ont été dénoncés à Primavello. Même sans le Biondino, des crimes ont été commis dans le petit bourg, s'écrit l'avocat Adolfo Zalminci. Deuxième point. L'analyse des restes d'aliments trouvés dans l'estomac de la fillette semble montrer qu'Annarella, après avoir mangé les châtaignes, est retournée chez elle pour y souper. Ce n'est donc pas Edjidi qui l'a vue en dernier. Troisième point. La découverte du cadavre. Pendant 2 semaines, les chiens policiers ne trouvent rien. Et soudainement, d'une façon quelque peu étrange, à la suite d'un rêve, dit-il, le grand-père de la fillette va au puits de la mort, découvre le corps et empoche les 300 000 lire de la prime. C'est louche. D'autres arguments encore seront mis en ligne de compte. Et la cour d'assises de Florence acquitte de nouveau Edjidi pour manque de preuves.
Cet acquittement ne libère cependant pas le Biondino de la triste réputation qui l'entoure désormais. Il est devenu pour tous un monstre. Un homme qui viole des enfants. Trouver du travail devient difficile. On l'emploie sur un chantier à raison de 600 lire par jour. C'est peu, très peu, pour une famille de 3 enfants. Et sa femme ne gagne guère plus. Mais l'histoire judiciaire de Lionello Gidi n'est pas terminée. En janvier 1961, on l'accuse d'avoir tenté de violenter un petit garçon de 8 ans. Et on le condamne sur de simples présomptions liées à de vagues témoignages, à 8 ans de prison pour rapt et violence. Tenaces, les avocats font appel. Les condamnations, disent-ils, sont le fruit d'une prévention contre Gidi. Il n'y a jamais eu de preuves contre lui. Ces efforts sont inutiles. La condamnation est confirmée en appel. Ce n'est qu'en octobre 1966 que Lionello Gidi bénéficie d'une amnistie et sort de la prison de Viterlo, où il était enfermé depuis 5 ans. Le petit jardinier retrouve à nouveau sa banlieue, où entre-temps, d'énormes buildings ont remplacé les baraquements. Sa femme Teresa l'attend, comme il y a 15 ans, à la fin de son premier procès. Cette fois, les aventures judiciaires du Biondino sont bel et bien terminées. Et c'est dans l'indifférence générale qu'il vaquera désormais à ses occupations de jardinier. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Raphaël Mariat. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Les Martin sont l'image même du bonheur. Un bonheur familial d'abord. C'est un couple uni depuis 30 ans de mariage. La grande fille, juste majeure, vient de se fiancer avec un jeune homme plein d'avenir. Un bonheur bourgeois aussi. Les Martin sont le type même de la réussite sociale. Monsieur Martin a gravi tous les échelons dans sa profession. D'abord petit employé de banque, il a maintenant un poste de premier plan. Les Martin habitent un coquet pavillon dans une grande ville de province. Bref, quand commence notre dossier en 1955, les Martin sont heureux. Et pourtant, vous le devinez bien, mes chers amis, puisqu'il s'agit d'un dossier extraordinaire, le bonheur des Martin ne va pas durer. Il va se passer quelque chose. Oui, c'est vrai, il va se passer quelque chose, mais ce n'est pas ce que vous pensez sans doute. Non, le mari ne va pas tirer de coups de revolver sur sa femme. Non, la femme ne va pas empoisonner son mari. Ah non, la fille ne va pas tuer ses parents qui s'opposeraient à son mariage. Voyez-vous, ce qui va se passer est beaucoup plus simple et beaucoup plus effrayant aussi. Car c'est une chose si banale qu'elle pourrait se passer dans n'importe quelle famille qui, comme celle des Martin, donne depuis 30 ans l'image même du bonheur. Une ville de province comme les autres. Oh, il n'est pas nécessaire de préciser laquelle. Ce qui va suivre aurait pu se passer n'importe où. La ville a de jolis pavillons, et c'est là que vit la famille Martin.
Le père, Charles Martin, la cinquantaine, a de bonnes raisons d'être fier de sa réussite. À 20 ans, qu'était-il? Un tout petit employé de banque. Françoise l'a épousé dans les années 30, et on ne peut pas dire que c'est par intérêt, c'était vraiment un mariage d'amour. Charles Martin est obstiné et travailleur. À sa banque, sa ponctualité, sa scrupuleuse honnêteté, en même temps que son dynamisme et son sens des responsabilités, le font vite remarquer puis apprécier de ses supérieurs. Petit à petit, à force de travail, il gravit tous les échelons. Il a bientôt, sous ses ordres, des gens qui ont des diplômes que lui n'a jamais eus. Mais Martin n'a pas besoin de diplôme. Il a quelque chose qu'il s'est acquis peu à peu et qui vaut bien plus. La confiance. La confiance absolue de ses chefs. Charles Martin est l'homme de confiance. Tous les jours, en tant que caissier fondé de pouvoir, il a entre ses mains et sous son entière responsabilité plus de 20 millions actuels. Oui, plus de 2 milliards d'anciens francs. Les directeurs n'exercent aucun contrôle sur ces sommes. Seul Martin en a la garde. Cet employé modèle est même tellement apprécié que depuis quelques mois, sa fille Sylvie a été engagée à son tour dans la même banque. C'est elle qui, quand pour une raison ou pour une autre, son père est absent, le remplace, et qui a donc en main les 2 milliards quotidiens. De plus, le fiancé de Sylvie est lui aussi employé de la banque. C'est là qu'ils ont fait connaissance. Bref, tout se passe dans la plus parfaite harmonie, et il est évident que les fiançailles avec ce jeune garçon plein d'avenir, qui sera peut-être lui aussi l'homme de confiance comme son futur beau-père, ne peuvent que ravir tout le monde. La date du mariage est fixée pour le mois de juin 1955, et nous sommes en mars. Le jeune Henri, car c'est son prénom, est souvent reçu dans le pavillon des Martins. Il fait presque déjà partie de la famille. Pour lui, Madame Martin prépare de bons petits plats. Quant au père, il parle travail. Henri écoute attentivement les conseils de son futur beau-père. Il n'y a aucun doute. Il a toutes les qualités pour faire, lui aussi, une brillante carrière. C'est alors qu'un jour d'avril, un jour de printemps, quelque chose se produit, quelque chose d'insignifiant en apparence, un simple sourire. Si Jocelyne, la secrétaire de M. Martin, père, a souri à son directeur, c'est tout simplement qu'elle était de bonne humeur, et ce n'est d'ailleurs pas la première fois. Mais jusque-là, Charles Martin n'avait jamais fait attention à sa secrétaire, si ce n'est pour le travail. Et voilà que brusquement, sans raison véritable, il se met à la regarder. Il découvre qu'elle est jeune, jolie, bien faite, et qu'elle lui sourit. Il y aura d'autres sourires dans les jours et les semaines qui suivent. Cette fois, Charles Martin les remarque, puis les espère, puis les provoque. Cela lui apporte, comment dire, une impression de renouveau. Et insensiblement, sans qu'il s'en rende compte, Charles Martin se transforme. Il se met à devenir élégant, coquet. Lui qui n'avait jamais porté jusque-là que des costumes stricts et des cravates sombres. Voilà qu'il va chez les chemisiers et les tailleurs. Il achète des choses à la mode. Quoi de plus naturel quand on a 50 ans que de chercher à se rajeunir? Madame Martin en est ravie depuis le temps qu'elle essaye de traîner son mari chez le tailleur, qu'elle lui dit de faire un peu attention à sa présentation, de ne pas s'habiller comme un petit fonctionnaire, puisqu'il a les moyens, voilà qu'il s'y met tout seul. C'est parfait. Et puis, il semble plus gai depuis quelque temps. Il chantonne, il plaisante. En un mot, il rajeunit. C'est charmant pour tout le monde. Au bureau, Charles Martin est encore plus gai, encore plus jeune surtout, avec Jocelyne. Ce sont des plaisanteries, des bons mots, sans vulgarité. Jocelyne trouve que ce monsieur important, l'homme de confiance du patron, est décidément très gentil avec elle, et elle rit de bon cœur. En rentrant chez lui, M. Martin parle de son travail, ce qui n'a rien d'étonnant. Il parle toujours de son travail, mais depuis quelque temps, il parle surtout de sa secrétaire. Oh, une perle, une perfection. Elle a toutes les qualités. Il va la pousser. Elle mérite de faire une brillante carrière. Cela irrite un peu Mme Martin, mais après tout, ce n'est pas méchant d'apprécier sa secrétaire, même s'il en parle un peu trop. Pour le reste, Mme Martin est sûre d'elle. Charles est le plus fidèle des maris. Cela fait 30 ans qu'elle le sait. Et puis la petite a 19 ans. Non, tout cela n'est pas sérieux. Tout cela ne va pas durer. Et pourtant si, ça dure.
quelque chose de violent, d'imprévisible, vient de frapper Charles Martin tout comme une maladie. Et d'ailleurs, n'est-ce pas un peu d'une maladie qu'il s'agit? Une maladie mystérieuse qui atteint les hommes entre 50 et 60 ans, ceux principalement dont la vie privée a toujours été irréprochable. Une maladie qu'on appelle le démon de midi. Car 50 ans, voyez-vous, c'est une période critique. Les enfants vont se marier, on va se retrouver seul, avec l'autre, comme à 20 ans. Mais on n'a plus 20 ans, justement. L'amour et ses mystères, l'attrait du partenaire, l'envie de plaire, tout cela s'en est allé peu à peu, sans qu'on s'en aperçoive, en même temps que la jeunesse elle-même. Et brusquement, comme malgré soi, on fait le point. On dresse le bilan de ces 30 années de vie commune, de ces 30 années d'habitude, d'anniversaire, de fidélité quotidienne. Allons, il faut bien en prendre son parti. Il faut se préparer à vieillir tout doucement jusqu'à la fin. Et c'est alors que survient quelque chose d'inattendu, d'imprévisible, comme un miracle. Un sourire jeune, frais, pur, et qui vous est destiné. Et l'on s'examine d'une autre manière. Les cheveux gris sont peut-être séduisants, la calvitie naissante a peut-être un charme. Charmer, séduire, ce sont des mots dont on avait presque oublié le sens. C'est comme un souffle nouveau, irrésistible. Ah, c'est quelque chose qui vient de très loin, du plus profond de la nature, de l'instinct de vivre. Et dès ce moment, c'est fini. On est prêt à tout. À se rendre ridicule, grotesque, à faire son malheur et celui des autres. Qu'importe, pourvu qu'on profite de la vie, une dernière fois, avec rage, avec désespoir. Jocelyne, si j'osais, je vous demanderais votre avis sur ma nouvelle cravate. Elle me plaît beaucoup, monsieur. J'aime bien ces couleurs vives et puis, ça vous rajeunit. Voilà. Ce sont des banalités, des puérilités de ce genre que Charles Martin échange désormais avec sa secrétaire. Mais pour lui, ces banalités sont toutes neuves, elles sont merveilleuses. Il a 20 ans, même pas, il a 13 ans, il a l'impression de vivre son premier amour, un amour de collégien, un amour fou, oui, fou. Il a oublié la raison, les habitudes, les contraintes, la respectabilité, la réalité. Il vit un rêve. En rentrant chez lui, M. Martin chantonne dans sa voiture. Oh non, il n'est plus le même. Même sa façon de conduire a changé. Maintenant, il démarre le premier. Il veut doubler tout le monde. Il lui arrive même de brûler les feux rouges et de faire de petits signes moqueurs aux agents. Mais qu'importe, puisque Jocelyne a trouvé que sa cravate le rajeunissait. Demain, il s'en rachètera d'autres. Et puis une autre voiture, une voiture de sport. Il a les moyens, après tout. M. Martin chantonne en faisant des excès de vitesse. Jocelyne l'a trouvé rajeuni. À la maison aussi, les choses évoluent. Les réflexions, les confidences trop fréquentes sur Jocelyne, la coquetterie nouvelle de M. Martin, les dizaines de minutes qu'il passe devant sa glace, et puis ces sourires sans raison apparente, ces longues rêveries béates qui surviennent à tout moment, même en plein milieu d'une conversation, tout cela crée un climat de gêne et bientôt de malaise. Oh, ce n'est pourtant pas Mme Martin qui s'en aperçoit la première, c'est sa fille. Peut-être Mme Martin est-elle décidée à fermer les yeux, sentant obscurément qu'elle n'a rien d'autre à faire. Peut-être Sylvie est-elle plus jalouse que sa mère, plus exclusive vis-à-vis de son père. Elle est jeune, entière, et elle ne veut pas le partager avec une fille de son âge. Mais il y a aussi une raison plus simple à l'attitude de Sylvie. Sylvie travaille à la banque avec son père. Elle le voit chaque jour se donner en spectacle et jouer ce rôle ridicule avec Jocelyne. Elle a surpris des sourires, des réflexions des employés. Et puis il ne faut pas l'oublier, il y a Henri, son fiancé, qui lui aussi travaille à la banque. Si Henri se rendait compte de quelque chose, qu'est-ce qu'il dirait? Sylvie se sent profondément blessée dans son amour pour son père, et en plus, elle a honte pour elle-même et pour son fiancé. Alors un soir, ça éclate. Ils sont tous les trois, monsieur et madame Martin et leur fille. Sylvie a posé une question banale à son père, mais comme il arrive fréquemment depuis plusieurs semaines, son père ne répond pas, il est perdu dans son rêve avec son sourire intérieur. « Papa, je t'ai posé une question. »« Oh, oui, c'est vrai. Excuse-moi, Sylvie. Oh, ne t'excuse pas. Mes questions à moi, elles ne t'intéressent pas. Il n'y a que ce que dit Jocelyne qui t'intéresse. Oh, voyons, Sylvie. Est-ce qu'elle t'a dit que ta nouvelle cravate te rajeunissait par hasard? Elle est affreuse, ta cravate. Tu t'habilles comme un petit jeune, à ton âge. Tu es ridicule, papa.
Cette fille te rend ridicule. J'ai honte de toi. Et Sylvie éclate en sanglots et quitte la pièce. À partir de ce moment, quelque chose s'est brisé dans la famille Martin. Les scènes succèdent aux scènes. Madame Martin sanglote, Sylvie hurle, et le fiancé, qui est là parfois, se fait aussi petit que possible. Monsieur Martin, lui, s'enferme dans un silence buté, prend des airs de martyr. Mais vous ne comprenez rien à ce qui se passe entre nous. Personne ne peut comprendre. Jocelyne est une fille formidable. Non, ils ne peuvent rien comprendre. Monsieur Martin se remet à sourire, tandis que Sylvie se déchaîne. Tout ce qu'il y a entre eux est si pur, si innocent, si simple. Quand Monsieur Martin, plus tard, revient à la maison avec une voiture de sport, Sylvie éclate. En présence de son fiancé Henri, elle menace son père d'aller trouver le patron de la banque et de lui dire sa façon de penser. Monsieur Martin est devenu brusquement très pâle. « Ah, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça, eh bien on va voir. » On va voir, en effet. Et ce que va faire Monsieur Martin est si calculé, si minutieux, si impitoyable, qu'on a peine à y croire. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Le lendemain, qui est un vendredi, Monsieur Martin, après la dictée du courrier, s'approche de sa secrétaire. Il a l'air embarrassé. « Écoutez, Jocelyne, des amis qui ont une villa sur la Côte d'Azur me l'ont laissé pour le week-end. Alors, je pensais que nous pourrions peut-être y aller ensemble. Oh, en tout bien tout honneur, cela va sans dire. » Jocelyne ne réfléchit pas trop longtemps, elle a confiance en Monsieur Martin. D'ailleurs, à 19 ans, elle n'a pas froid aux yeux, et elle est sûre de pouvoir se défendre le cas échéant. Et puis, la perspective de quelques jours dans le luxe sur la Côte d'Azur ne lui déplaît pas. Au fond, elle l'aime bien, Monsieur Martin, même s'il est un peu ridicule avec ses cravates de jeune homme. Et le vendredi soir, Monsieur Martin et Jocelyne partent pour la Côte d'Azur dans la belle voiture de sport toute neuve. Vous pensez sans doute que c'est cela la vengeance du père et de l'époux outragé, partir avec Jocelyne. Oh non. C'est tellement plus extraordinaire, tellement plus machiavélique. Avant de s'en aller et de fermer soigneusement, comme chaque soir, son bureau à clé, Monsieur Martin a fait quelque chose d'inouï. Il a volé. Oui, lui qui avait chaque jour depuis près de 20 ans 2 milliards d'anciens francs entre les mains, lui qui avait la confiance entière, aveugle du grand patron, il a volé. Il a volé exactement 100 millions d'anciens francs. Mais pourquoi cette somme? Alors qu'il aurait pu prendre beaucoup plus, 1 milliard ou même 2 milliards. Tout simplement parce que M. Martin a fait ses comptes. Il a évalué sa fortune. Ces 100 millions représentent exactement la totalité de son avoir en comptant le pavillon et les actions diverses qu'il possède. Ces 100 millions, il ne va pas les dépenser avec Jocelyne. Non, ce n'est pas un voleur, M. Martin. Il va les brûler. Oui, les brûler. Car ce qu'il veut, c'est qu'on l'arrête, qu'on l'oblige à rembourser. Et alors, il sera ruiné. Ou plutôt, sa famille sera ruinée. Sa femme, Sylvie, son futur gendre n'auront plus un sou. Mais ce n'est pas tout. La vengeance de M. Martin est bien plus raffinée encore. Il a vu beaucoup plus loin. Le lendemain, c'est samedi, les bureaux de la banque travaillent, et ce jour-là, c'est sa fille Sylvie qui le remplace à son poste. Demain, Sylvie, en ouvrant la caisse fermée à clé par lui, va découvrir le vol des 100 millions. Et elle va se trouver devant un choix terrible, inhumain. Ou bien elle fait son devoir. Elle va dénoncer au patron un vol qui n'a pu être commis que par son père. Ou bien pour le protéger, elle ne dit rien. Et elle se rend elle-même complice du vol. Oui, voilà la vengeance de M. Martin. Il ruine sa famille, il la déshonore et il oblige sa fille soit à dénoncer son père comme voleur, soit à devenir voleuse elle-même.
200 liasses de 10 billets de 500 francs partent donc en fumée dans la cheminée d'une villa de la Côte d'Azur, tandis que Jocelyne est allée faire des courses. Monsieur Martin est comme fou. Il les regarde brûler en riant. C'est bien fait! C'est bien fait! Ah, on a voulu l'empêcher de vivre sa vie. Eh bien, c'est raté. On n'a rien empêché du tout. Et lui, il les a tous ruinés. Ce week-end, c'est l'apogée de sa vie. Il a donné un sens à sa vie. Il ne vieillira pas comme un médiocre avec sa femme et ses pantoufles. Voilà. C'est fini. Il n'y a plus que des cendres. Tout est parti en flammes. Et puis après. Après, c'est le lendemain matin, la fièvre, l'ivresse sont tombées et M. Martin comprend l'étendue du désastre. Non, ce n'est pas un cauchemar. Brusquement, la raison lui revient et avec elle, toute la conscience de son acte. Il a tout détruit, des années d'efforts de travail, toute une vie, tout. Jocelyne, à ses côtés, dans le lit, le dégoûte. Il étouffe de rage, de désespoir. Il pense à sa femme, à sa fille, qui est peut-être arrêtée comme voleuse. À toute allure, dans la voiture de sport, M. Martin revient chez lui. Jocelyne, à qui il n'a pas donné un mot d'explication, ne comprend pas. M. Martin n'ose pas rentrer à la maison, il se précipite au commissariat. Vous devinez la stupeur des policiers quand il leur déclare « Je suis un misérable. J'ai volé 100 millions dans la banque où je travaille. Mais je n'ai pas fait ça pour voler. 100 millions, c'est tout ce que je possède. Il faut tout vendre. La banque sera remboursée. J'avais fait ça pour ruiner ma famille. » Enfin, ce qui surprend les policiers, c'est le mobile. Car pour le vol, ils sont au courant. Sylvie s'était résignée à prévenir le patron et à dénoncer son père. Devant le juge d'instruction se déroulent des confrontations dramatiques. Complètement effondré, Charles Martin revoit son patron. Il implore son pardon en pleurant. Il jure qu'il pourra rembourser, que la totalité de ses biens représente la valeur de la somme volée. Devant sa femme et sa fille, ce sont des scènes plus dramatiques encore. Le malheureux se roule par terre, s'accroche à leurs pieds, hurle son remords et son impuissance à réparer le mal qu'il a fait. La femme et la fille pardonnent, elles se jettent dans les bras de Charles, et tous trois pleurent ensemble amèrement leur vie brisée. Le procès eut lieu sans tarder. On avait vendu tous les biens des Martins qui représentaient exactement la somme volée. Mais les jurés ne voulurent pas croire l'accusé sur ses mobiles. Charles Martin fut condamné au maximum de la peine, 5 ans de prison ferme. Et comble d'ironie dans cette histoire qui a été totalement lamentable de bout en bout, Jocelyne produisit au tribunal un certificat attestant sa virginité. Quand il sortit de prison, Charles Martin retrouva sa femme qui vivait misérablement dans un petit studio d'un quartier pauvre. Pour subsister, elle faisait des ménages. Charles obtint un petit emploi de comptable dans lequel il n'y avait pas d'argent à manipuler. Sylvie et Henri, maintenant mariés, leur rendaient visite de temps en temps. La famille Martin s'était remise à vivre dans la misère en essayant de faire comme si rien ne s'était passé, comme si aucun démon n'avait frappé à sa porte. Il n'y avait hélas rien d'autre à faire. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Raphaël Mariat. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Le 18 décembre 1970, à 9h du matin, Jeanne, une petite blonde grassouillette et charmante, mère de 3 enfants,
Dit à son mari, « René, cet après-midi, j'irai peut-être chez ma mère. Est-ce que tu pourrais venir me chercher à Berliner Platz vers 6 heures ?» Réponse de René, « Je suis pas sûr de pouvoir venir. Téléphone-moi dans l'après-midi. » C'est avec ces mots sans importance que cet homme, René, et cette femme, Jeanne, prennent, sans le savoir, rendez-vous avec Jean-Pierre ce soir, à 18h12. Jean-Pierre, c'est le héros d'un dossier extraordinaire qui ne peut vous laisser indifférent car il illustre d'une façon claire et dramatique l'un des grands problèmes de notre temps. Il a été établi d'après une enquête spéciale de la police allemande, publiée en juin 1970. Donc, sans le savoir, Jeanne et René ont rendez-vous avec Jean-Pierre. Mais qui est Jean-Pierre? Eh bien, Jean-Pierre est un enfant illégitime, né le 21 octobre 1945. Jean-Pierre est élevé avec 6 demi-frères et demi-sœurs, et se fait surtout remarquer à l'école primaire par sa paresse et son désordre. Il fait souvent l'école buissonnière, et à la rentrée des classes de 1958, à 13 ans, il vole une montre. Revenons, si vous le voulez bien, chers amis, pendant quelques instants à la petite mère de famille blonde et grassouillette qui demande à René, son mari, le 18 décembre 1970 à 9h du matin, de venir la chercher chez sa mère. René est partie, elle fait son ménage et reçoit le coup de téléphone d'une amie, Henriette. Cette Henriette est aussi mère de 2 enfants. C'est une femme d'origine paysanne, pleine de santé, qui travaille comme vendeuse dans un grand magasin. C'est le jour de fermeture de ce magasin, et les 2 femmes décident d'aller prendre le thé ensemble à Berliner Platz l'après-midi. Toujours sans le savoir, elles sont donc 3 personnes, Jeanne, Henriette et René, à avoir rendez-vous ce soir-là avec Jean-Pierre à 18h12. Revenons alors au cas de Jean-Pierre. En 1959, on a mis Jean-Pierre à l'orphelinat. Il y est resté 1 an avant de retourner chez sa mère qui le plaçait comme apprenti serrurier. Il changeait sans arrêt de patron et n'allait que très rarement aux cours professionnels. En 1962, il avait donc 17 ans, il volait des cartouches de cigarettes dans un self-service. Le juge pour enfants le sermonnait gentiment et le condamnait à une amende de 20 francs. Mais ne perdons pas de vue notre brave mère de famille, blonde et grassouillette, qui, comme n'importe laquelle d'entre vous, mesdames, le 18 décembre 1970, s'en va faire ses courses. Elle remplit sa poussette, car avec 2 garçons, qui sont déjà presque des jeunes hommes, une fille qui fait du basket et un mari d'1m80, il ne faut pas faire les choses à moitié. Tout se compte par litre ou par kilo. Pour les dépenses, elle compte tout de même au plus juste, car bien que son mari gagne normalement sa vie, il ne roule pas sur l'or. Il faut dire qu'ils ont payé les traites d'une maisonnette qu'ils viennent d'acheter à la campagne. Pourtant, ce jour-là, elle fait une petite folie en achetant du saumon, un énorme gigot et un gâteau à la noix de coco. Elle sourit en imaginant la joie de sa fille lorsque celle-ci va découvrir son dessert préféré, le gâteau à la noix de coco, et les 17 bougies qu'elle y aura plantées car c'est son anniversaire. Évidemment, ce ne sera pas tout à fait une surprise car sa fille sait que c'est aujourd'hui son anniversaire. D'ailleurs, elle viendra peut-être retrouver sa mère en sortant du basket au salon de thé de Berliner Platz. Dans ce cas, elle aussi aura rendez-vous avec Jean-Pierre à 18h12. Mais quittons quelques instants cette femme pour nous préoccuper à nouveau de Jean-Pierre. Lorsqu'il a 18 ans, donc en 1963, il n'était pas un inconnu pour la police qui avait souvent affaire à lui. Il avait volé un vélo, il avait gardé plusieurs fois des objets trouvés, s'était fait arrêter alors qu'il traversait à grande vitesse un croisement dangereux sur un vélo moteur qu'il venait de dérober. Les policiers qui l'interrogeaient constataient qu'il n'avouait jamais, sauf ce qu'on pouvait lui prouver avec certitude. 2 mois plus tard, il volait encore une petite moto et circulait sans permis. Le tribunal pour enfants le plaçait 6 mois sous surveillance dans un atelier où il travaillait comme manœuvre auxiliaire. 1 mois plus tard, voici qu'il comparaissait à nouveau devant ce même tribunal. Cette fois, voici les faits. Jean-Pierre serait resté jusqu'à minuit dans un café en compagnie d'un rentier handicapé âgé de 68 ans.
Celui-ci déclarait que Jean-Pierre, en sortant du café, l'aurait frappé et terrassé pour lui voler son portefeuille contenant l'équivalent de 180 francs. Par contre, Jean-Pierre prétendait qu'en sortant du café, le vieillard l'aurait serré de près dans l'intention évidente d'avoir avec lui des rapports que la morale réprouve. Toujours d'après Jean-Pierre, comme le vieillard le menaçait de sa canne, il se serait défendu en lui portant des coups de poing au visage, ce qui l'aurait fait tomber par terre. Toujours d'après Jean-Pierre, il aurait ramassé le portefeuille alors qu'il était déjà tombé de la poche du vieillard. Quelle que soit la raison de cette altercation, le tribunal est choqué que Jean-Pierre ait volé le portefeuille d'un homme âgé, handicapé, blessé et étendu à terre. Jean-Pierre s'explique. Dans le café, ce vieux salaud avait renversé un verre de cognac sur mon pantalon qui était tout taché. Alors, furieux, sans compter, j'ai pris cet argent pour me dédommager. Enfin et surtout, une belle sœur de Jean-Pierre vient déclarer sous serment qu'elle a surpris autrefois le vieillard faisant des propositions malhonnêtes à Jean-Pierre. Alors le tribunal, au bénéfice du doute, condamne Jean-Pierre à une peine légère et il est relâché pour une nouvelle période de liberté sous surveillance. Oublions Jean-Pierre quelques instants encore pour retourner auprès de notre petite mère de famille blonde et grassouillette. Après avoir déchargé sa poussette, rempli le réfrigérateur, elle téléphone à sa belle-sœur Micheline tout en mangeant un morceau de gruyère. En prévision du thé et du dîner d'anniversaire, elle a en effet décidé de ne pas déjeuner. Sa belle-sœur Micheline est une amie d'enfance, elles se sont connues à l'école et elles ont épousé la même année les deux frères. Sa belle-sœur est peintre, elle commence seulement à gagner sa vie avec sa peinture. Elle est toute heureuse d'annoncer « Ma chérie, j'ai encore vendu 2 toiles hier ». On la sent au téléphone rayonnante de bonheur. Ah, il faut dire qu'il était temps qu'il rentre un peu d'argent à la maison. Son mari, employé dans un bureau d'études, a démissionné pour exploiter lui-même ses brevets, convaincu qu'il allait faire fortune. Or, s'il fera fortune un jour, en attendant, il a fallu se serrer la ceinture. Il leur est arrivé de travailler la nuit, elle comme concierge dans un petit hôtel plus ou moins borgne, et lui dans une imprimerie. Mais la journée, il travaillait sur ses brevets, et elle peignait, et cela en faisant bonne figure à leurs 4 enfants. Mais tout est oublié. Aujourd'hui, Micheline est toute heureuse, elle a vendu 2 toiles. Elle propose de se joindre à Jeanne et à Henriette à l'heure du thé. C'est d'accord ? Les 3 copines pourront papoter et se rappeler de vieux souvenirs. Elles sont donc 3 femmes et un homme qui ont maintenant rendez-vous sans le savoir avec Jean-Pierre à 18h12. 5 ans plus tôt, le 2 février 1965, un policier faisant une ronde avait trouvé Jean-Pierre ivre-mort cuvant sa cuite dans une voiture qu'il venait de fouiller. Le taux d'alcool dans son sang à 3 heures du matin était de 1,28%. Au tribunal, il promettait de se tenir correctement à l'avenir, de ne plus boire et de ne plus s'intéresser aux voitures qui ne lui appartenaient pas. Le tribunal prenait cette promesse pour argent comptant et le relâchait immédiatement. Le 15 août de la même année, il provoquait un accident à une voiture de louage. L'analyse sanguine révélait un taux d'alcoolémie élevé, 1,49%. Les autorités suspendaient le permis de conduire que Jean-Pierre venait d'obtenir quelques jours auparavant. Malheureusement, on ne pouvait lui confisquer matériellement ce permis de conduire qu'il avait soi-disant perdu. Jean-Pierre en profitait pour louer une voiture dans laquelle il se promenait pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que le loueur, qui n'avait pas été payé, en exige la restitution. Il est à noter que les 6 demi-frères et sœurs de Jean-Pierre, devenus adultes, avaient une vie tout à fait normale. Par contre, Jean-Pierre ne travaillait qu'occasionnellement et changeait constamment d'employeur. Jean-Pierre vivait chez sa mère et ne lui versait aucune pension. Le 17 septembre, Jean-Pierre, qui était fiancé depuis 6 mois, devenait père d'un petit garçon. Cela ne l'empêchait pas de sortir des nuits entières. D'ailleurs, quelques jours après la naissance de cet enfant, une jeune fille de 16 ans se présentait à la maison pour demander de ses nouvelles car elle avait une liaison avec lui depuis 2 années. La mère et la famille hésitaient avant d'aborder le sujet car elles avaient peur de lui. Quand la mère se décidait enfin à lui demander des explications, Jean-Pierre lui répondait que cela ne la regardait pas, sortait et revenait 2 heures plus tard ivre et la menaçant avec un couteau. Sa belle-mère est veuve, elle n'osait pas intervenir, ni ses belles-sœurs. Il leur avait volé de l'argent à plusieurs reprises. Mais il l'avait toujours nié, contre toute évidence, en les menaçant. Alors elles n'osaient le dénoncer, car elles aussi avaient peur de lui. Bien entendu, le tribunal avait désigné un éducateur pour surveiller et diriger Jean-Pierre.
un homme jeune, honnête, dynamique, et de ce fait surchargé de travail. Il essayait de discuter avec le garçon, l'observait à travers ses lunettes d'acier, et ne savait pas par quel bout le prendre. Jean-Pierre n'est pas très intelligent, et il était d'autant plus difficile d'avoir avec lui une conversation sérieuse qu'il ne se faisait aucun souci à propos de sa situation présente et à venir. Sa fiancée était trop superficielle pour avoir sur lui une quelconque influence. L'éducateur estimait que Jean-Pierre était victime de sa naissance, de son éducation, de son milieu, qu'il n'avait aucune maturité et que, n'étant pas psychologiquement adulte, il y avait lieu de le traiter comme un enfant. Donc, à chaque nouvelle rechute, vol de chèques, recel, etc., le tribunal devant lequel il comparaissait ne lui infligeait que des peines légères réservées aux mineurs. Au maximum, 2 mois dans une maison de détention pour jeunes. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Revenons à ce 18 décembre 1970, lorsque Jeanne, la petite blonde mère de famille grassouillette, arrive chez sa mère. Il est 15 heures. Elle lui amène dans un énorme ballot tout le linge de la famille. C'est une tradition. C'est sa mère qui lave le linge avec une machine à laver. Évidemment, Jeanne aurait pu s'acheter une machine à laver et laver son linge elle-même, mais sa mère est encore très valide malgré ses 70 ans, et cela lui donne l'illusion de se rendre utile. Pour la même raison, c'est elle qui fait les travaux de couture importants et tricote les pullovers. Jeanne propose à sa mère de venir prendre le thé avec ses amis. Mais la mère refuse. Elle veut d'abord s'occuper de laver le linge. Elle les rejoindra au salon de thé, qui est tout à côté, si elle a le temps. Sinon, elle viendra ce soir au dîner d'anniversaire de sa petite fille, directement et par l'autobus. Donc, si elle a le temps. La grand-mère sera la 5e personne qui aura rendez-vous, sans le savoir, avec Jean-Pierre, ce 18 décembre 1970, à 18h12. Fin 1966, alors que Jean-Pierre venait d'être condamné 15 jours plus tôt à 2 mois de prison, l'éducateur s'efforçait de le faire relâcher pour Noël. Il déclarait « Jean-Pierre est un bon garçon. Il ne sait pas pourquoi il commet de tels délits. Il les regrette et voudrait qu'un médecin le soigne. Il désire être rapidement libéré, par exemple pour Noël, car il a des dettes et il doit travailler pour sa fiancée et son enfant. Il a sérieusement l'intention de se conduire comme il faut. » Jean-Pierre était donc libéré pour Noël. 15 jours plus tard, le 31 août 1967, Jean-Pierre se rendait avec 3 camarades dans une ville voisine. Là, il s'enivrait et l'argent venait à manquer. Vers 1h du matin, en voiture, il chargeait un autostoppeur. Il roulait jusqu'à un endroit isolé, assommait le malheureux de plusieurs coups de poing, avant de le sortir de la voiture et de le tirer au pied d'un talus. L'homme reprenait ses esprits, suppliait les 4 voyous de ne plus le frapper. D'ailleurs, il affirmait ne pas avoir d'argent sur lui. Mais les 4 jeunes gens n'en étaient que plus furieux et le frappaient de plus belle, allant jusqu'à lui décocher des coups de pied dans la figure. Lorsqu'ils abandonnaient le pauvre garçon après l'avoir fouillé, ils emmenaient en tout et pour tout l'équivalent de 6 francs. Jean-Pierre était arrêté le lendemain et comparaissait quelques semaines plus tard devant le tribunal. Une fois encore, bien qu'il ait 21 ans, le tribunal le considère comme un enfant. Oh, certes, il est condamné à 5 ans de détention, mais dans une maison pour jeunes délinquants. Dans cet établissement, Jean-Pierre travaillait à l'équipe d'entretien et se conduisait correctement. En réalité, Jean-Pierre n'était pas sitôt interné qu'il comptait déjà repartir, et il savait qu'il repartirait. Ses séjours en maison de délinquance lui paraissaient des intermèdes sans importance, une sorte de formalité stupide dont il convient de hâter la conclusion. Et Jean-Pierre ne cessait, dès les premiers jours de son internement, de demander sa libération. Les arguments pour cela sont nombreux. D'abord, il doit subvenir aux besoins de sa famille. Sa belle-mère, qui veut se remarier, ne peut pas garder chez elle, faute de place, sa jeune femme et son enfant, etc., etc. 18 décembre 1970. Dans un modeste salon de thé, les 3 copines, mères de famille, Jeanne, Henriette et Micheline, papotent, se racontent des histoires de copines, des histoires de femmes, des histoires de mères de famille. La mère de Jeanne, qui les a finalement rejointes, les écoute avec indulgence. Soudain, Jeanne se lève. « Il faut que j'appelle René. » Elle traverse le salon de thé, entre dans la cabine téléphonique, compose le numéro. « Allô, mon chéri, est-ce que tu peux venir nous chercher à Berliner Platz ? Je suis avec Henriette et Micheline. On pourrait les déposer en passant ? Maman préfère remonter chez elle.
Elle viendra plus tard par l'autobus. » L'homme hésite au bout du fil. « Je n'ai pas fini, dit-il. Je ne peux pas être là avant une demi-heure, ou même une heure. »« Ça ne fait rien, dit Jeanne. Ne t'aie pas de soucis. Nous t'attendrons jusque vers 6h15. Et si tu n'es pas là, nous prendrons l'autobus. » Voici le genre de lettre que Jean-Pierre envoyait au procureur depuis la prison en 1967. C'est une traduction de l'allemand. « Combien de temps devrais-je rester ici à pleurer? Croyez-moi, je désespère à force de penser, de pleurer. Ma chère mère a élevé 9 enfants. Elle n'a pas mérité les malheurs que je lui cause. Aucun de ses enfants ne lui a fait autant de misère que moi. Mais c'est un soulagement pour moi de savoir en bonne conscience que c'est absolument la dernière fois. Je me fais vraiment de gros soucis à la pensée que ma mère pleure et rumine sans arrêt. » Finalement, après avoir adressé au procureur et à l'éducateur maintes lettres aussi touchantes, Jean-Pierre est libéré, après seulement 2 années de détention, soit le 1er janvier 1970. Le 18 décembre 1970, à 18h, les 3 copines mères de famille, Jeanne, Henriette et Micheline, regardent la Berliner Platz à travers la vitre du salon de thé, guettant la venue problématique de René. Oh, ce n'est point qu'elle n'ait plus rien à se dire, mais chacune des 3 doit rentrer préparer le dîner de la maisonnée. Les minutes passent. La mère de Jeanne remonte chez elle. Henriette dit « Bon, je crois qu'on est bonne pour l'autobus. »« Attendons encore 10 minutes, dit Jeanne. Il n'est que 18h. » Dès qu'il a été libéré, Jean-Pierre, qui déclarait se sentir une moitié d'homme sans permis de conduire, demandait qu'il lui soit restitué. Évidemment, vu les antécédents et le casier judiciaire de Jean-Pierre, le tribunal hésitait. Mais l'éducateur appuyait sa demande. « Je connais bien Jean-Pierre, disait-il. Il a payé sa dette et il considère cette restitution de son permis comme une preuve de confiance. J'insiste pour qu'on lui donne cette nouvelle chance. » 18 décembre 1970. Dans le salon de thé, vers 18h06, Jeanne sursaute. « Ah, voilà René, dit-elle. » En effet, une Volkswagen bleue a entrepris de tourner autour de la Berliner Platz. René, le conducteur, fait un signe du bras par la portière en direction du salon de thé. Le 3 septembre 1970, Jean-Pierre était soumis à un examen médico-psychologique, à la suite de quoi les autorités lui accordaient, après quelques hésitations, un permis de conduire spécial de 3e classe, c'est-à-dire un permis qui limite sa vitesse sur autoroute à 100 km/h et sur les autres routes à 80 km/h. Si Jean-Pierre contrevenait aux règles de la circulation, l'administration spécialisée devait être immédiatement informée. 18 décembre 1970, 18h08, Berliner Platz. La petite Volkswagen bleue s'est arrêtée devant le salon de thé. René, un grand bonhomme mince et sympathique, en est sorti. Debout sur le trottoir, il salue les 3 copines à travers la vitre. René est chauve et porte des lunettes d'écaille. Henriette, Jeanne et Micheline, qui ont enfilé leur manteau, s'apprêtent à sortir. Le 11 septembre 1970, Jean-Pierre est entré en possession de son permis de conduire. Pendant 3 mois, on n'entend pas parler de lui. Mais chaque fois qu'il en a les moyens, il loue une voiture. 18 décembre 1970, 18h10. Sur le trottoir de la Berliner Platz, les 3 copines ont embrassé René. Maintenant, elles montent dans la voiture. D'abord Jeanne, puis Henriette, puis Micheline, et René se met au volant. Ce matin, 18 décembre 1970, Jean-Pierre a loué une nouvelle voiture, une BMW. 18 décembre 1970, 18h11. René tourne la clé de contact. Le moteur tourne. Il passe en première et quitte le trottoir de la Berliner Platz. 18 décembre 1970. Jean-Pierre, avec 2 copains, a passé l'après-midi à traîner le café en café. Vers 18h10, il décidait de rentrer chez lui. Ses camarades qui le voyaient partir étaient ivres, et lui aussi, car sa voiture zigzaguait. René fronce les sourcils. En quittant à vive allure la Berliner Platz, il voit venir en face de lui une voiture BMW qui zigzague.
Il n'a pas le temps de s'arrêter car la BMW qui freine brusquement dérape et glisse vers la petite Volkswagen à une vitesse folle. Les trois copines, Jeanne, Henriette et Micheline, hurlent. Le choc est tellement violent que les moteurs des deux voitures explosent. Une troisième voiture, où se trouvent deux personnes, et dont le conducteur, cramponné à son volant, freine de toutes ses forces, vient se jeter sur les deux véhicules en feu. Il est 18h12. Le 18 décembre 1970. Les passants depuis le trottoir, les gens depuis leurs fenêtres, voient brûler vivantes 5 personnes. Sans qu'on puisse rien pour elles. Jeanne, Henriette, Micheline, René et Jean-Pierre. Dans l'autre voiture, 2 autres personnes, quoique grièvement blessées, seront sauvées. Cet affreux accident de la circulation est authentique. C'est justement parce qu'il a des conséquences particulièrement graves, inhabituelles, bien supérieures à la moyenne, que la police allemande décide de faire une enquête et d'étudier le curriculum vitae du conducteur responsable. Après de très vives critiques à l'égard de la justice, des éducateurs, des administrations, l'auteur du rapport conclut: est-ce un accident? Peut-on appeler accident un événement que n'importe quelle personne douée de bon sens pouvait prévoir? Peut-on appeler accident un événement que 100 fois la société a eu l'occasion d'empêcher? Non. Cet événement est le fruit de l'incompétence, de la négligence, d'une coupable indulgence, mais ce n'est pas un accident. En laissant entre les mains de ce jeune homme une voiture, les fonctionnaires se sont montrés aussi monstrueusement indifférents que s'ils avaient laissé un enfant de 3 ans jouer avec une bombe. C'est eux qui ont tué Jeanne, Henriette, Micheline, René et finalement Jean-Pierre. Vous venez d'écouter les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Raphaël Mariat. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Good luck, mates. Dihapus ka. Dihapus ka. Aduh. Punta ka lagi. Bentar mo to po. Okay. Shut up. Napaka. Sana kau dua. Ada kontra naning dan dengan kontra okay. Kontak oleh K3. Namanya ni kontra pembukaan ni kontra. Help! Agay. Kamu apa naman dai? Dia dengan kontak. Supaya kau nak nakalandang. Help! Kay
kaya tuntan na ako. Kaya udah ko tayo pinagpindahan na pintura ito sa pitula. Kaya around data. Sabay na ako dahil sabay na ako guys. Nagkaman dyan na eh.